TD numéro 6, exercice numéro 5. L'idée ici, c'est de voir comment on peut intégrer dans les exercices la notion de production jointe. Alors, on parle de production jointe lorsque une entreprise va réaliser plusieurs produits dans une seule unité de production. Jusqu'à présent, on a fait des exercices dans lesquels un produit était fabriqué dans une usine et une usine fabrique un produit. Là, on va voir une hypothèse où une usine produirait plusieurs produits différents. Alors, quelle est la règle qu'on va un petit peu évaluer? Quelle est la règle sous-jacente? L'idée, c'est la minimisation du coût. Donc, s'il est plus intéressant de maintenir une situation où on a une usine, un produit, c'est ce choix-là qu'on va faire. Si par contre, il est moins cher de réunir la production de deux produits à l'intérieur d'une seule et même usine, alors, eh bien, c'est cette solution qu'on va retenir. Donc, en fait, on va étudier le coût avec comme idée sous-jacente de se dire est-ce qu'on va avoir un coût pour une usine ou est-ce qu'on va avoir dans une usine deux productions avec deux coûts différents. On cherchera donc à arbitrer entre ces deux types de coûts. D'un point de vue économique, vous allez voir que les solutions sont relativement simples. On va en profiter pour rajouter une petite difficulté mathématique et on va utiliser des fonctions qui sont un peu moins simples que celles qui ont été utilisées jusqu'à maintenant. Dans un premier temps, dans une première partie, on déterminera les fonctions de demande conditionnelles, on déduira le coût total et on verra comment évolue le coût en fonction du prix des facteurs. Dans une deuxième partie, on va intégrer la notion de production jointe et donc cette production jointe, elle va être donnée par cette écriture-là. On voit que la production de l'entreprise est composée en fait d'un produit 1 et d'un produit 2. Donc on a une fonction de production qui détermine en fait la production de deux produits simultanément. On cherchera là aussi le coût, on cherchera le profit et puis on essaiera de réfléchir à ce qui se passe lorsque le prix des facteurs varie. Première partie, première question, on nous demande de déterminer les fonctions de demande conditionnelles. Pour cela, de manière assez classique, on va poser le programme du producteur et puis on va chercher à le résoudre. Alors, pour poser le programme du producteur, ici, on va minimiser le budget sous contrainte de fonction de production puisqu'il n'y a pas d'informations concernant le budget dans l'énoncé. Par contre, on a une fonction de production qui nous est donnée, donc c'est elle qui va être notre contrainte. Notre budget, eh bien, ça sera WL plus QM. Donc là, c'est la quantité de facteurs multipliée par son prix, que ça soit pour le travail ou que ça soit pour la matière première, M. Pour résoudre ce programme, il nous faut soit poser un Lagrangien, soit partir de la condition d'équilibre que l'on connaît et qui est que à l'équilibre, le TMST est égal au rapport des prix des facteurs. C'est la solution que je choisis ici et donc je réécris mon programme en modifiant la première ligne en indiquant que le TMST est égal au prix des facteurs, au rapport du prix des facteurs. Il faut maintenant établir le TMST. Le TMST est égal au rapport des productivités marginales, il faut donc établir les deux productivités marginales par rapport à L et par rapport à M. Alors par rapport à L, on va dériver la fonction de production par rapport à la variable L, on obtient donc 1 tiers de L exposant moins 2 tiers. Et puis par rapport à M, eh bien, on va dériver cette fonction par rapport à M, autrement dit on obtiendra 1 tiers de M exposant moins 2 tiers. Le TMST sera alors égal au rapport de ces deux productivités marginales, autrement dit à cette fraction-là, qui se simplifie en M 2 tiers divisé par L 2 tiers. Je peux donc réécrire mon programme ici en intégrant la valeur du TMST calculé précédemment, qui est égale au rapport des prix des facteurs sous contrainte de la fonction de production. Pour résoudre ce programme, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est chercher à isoler M. Donc ici, j'isole dans un premier temps M exposant 2 tiers, qui équivaut à cette égalité-là. Et ensuite, pour trouver M, je mets à l'exposant 3 demi. Et donc, on obtient cette écriture-ci, que l'on peut ici simplifier un tout petit peu en mettant le rapport W sur Q en évidence. Ici, on obtiendra le sentier d'expansion de la firme.
Une fois que j'ai m, je peux réintroduire cette valeur dans la deuxième équation. Donc ici, je remplace m par la valeur que je viens de trouver. L'intérêt, c'est de ne plus avoir de référence à m, la matière première, dans ma deuxième équation, ce qui devrait me permettre d'isoler L. Alors, pour cela, il faut dans un premier temps que j'applique l'exposant à l'ensemble de ma parenthèse, ce qui me permet d'obtenir ce contenu-là. Et ensuite, je vais ici factoriser L exposant un tiers, qui est donc présent dans les deux morceaux de mon écriture mathématique, les deux membres de mon écriture mathématique. Je vais ensuite chercher à isoler L exposant un tiers, qui est ici, en prenant cette écriture-là. Ce que je cherche, ce n'est pas L un tiers, c'est L. Donc je vais mettre chacun des membres de cette égalité à l'exposant 3, ce qui va me permettre ici d'avoir L, et donc ici d'avoir l'ensemble de la fraction précédente, exposant 3. Alors ça reste encore un petit peu touffu ici, donc on peut essayer de l'écrire là aussi un petit peu mieux. Donc ici je vais mettre l'ensemble de cette fraction à l'exposant 3. Et puis ici, je vais essayer de simplifier cette écriture. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier l'ensemble des membres de la fraction par q exposant 1,5. Donc y, je multiplie par q exposant 1,5, 1, je multiplie par q exposant 1,5. Et donc ici, ce ratio, je le remultiplie par q exposant 1,5. Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt est que maintenant, ma fraction est simplifiable par q exposant 1,5 et donc peut s'écrire sous cette forme-là. Donc ça va nous permettre de simplifier un petit peu la chose. Ici, ce que je peux faire encore pour mettre d'un côté y et de l'autre côté les paramètres q et w qui sont, on se rappelle, les prix, eh bien on peut extraire y de la parenthèse. Donc ici, on a bien une quantité de facteurs qui est fonction de la quantité produite d'une part et du prix des facteurs d'autre part. Maintenant qu'on a calculé la valeur de L en fonction de la quantité et en fonction du prix des facteurs, on va pouvoir le réinjecter dans la première équation. Et de la même manière, on va chercher à écrire M en fonction des quantités produites et du prix des facteurs. C'est ce qui est fait ici, donc on a remplacé L par la valeur qu'on avait trouvée précédemment. Et même chose, on va essayer d'écrire ça un petit peu plus proprement. Donc, dans un premier temps, je vais appliquer l'exposant 3/2 à chacune des composantes de la fraction. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que maintenant, je vais pouvoir simplifier, notamment simplifier par q exposant 3/2. Et donc, ça va me permettre d'écrire m sous la forme y au cube multiplié par w3/2 sur q1/2 plus w1/2, le tout au cube. Alors, je vois qu'ici, j'ai un cube, et là, j'ai un cube, et là, j'ai un cube. Donc, je vais pouvoir extraire ici un cube. Alors, je vais garder y au cube. Même chose pour garder la production dans une partie, dans un membre de l'écriture. Et puis, je vais ici essayer de regrouper mes paramètres que sont les prix, à savoir W et Q. Et donc ici, je vais tout simplement mettre l'ensemble de cette fraction au cube. Voilà, ce qui me permet d'avoir aussi une écriture qui est très similaire à celle de L étoile. Donc après, dans les calculs, ça peut toujours être intéressant pour gagner du temps. Alors, deuxième question, nous demande maintenant d'établir la fonction de coût total. Alors, le coût total, c'est WL plus QM, autrement dit, les quantités à l'optimum consommées de chacun des deux facteurs de production multipliés par leur prix respectif. Là aussi, le principe économique est relativement simple. La forme un peu compliquée des écritures mathématiques rend ça un petit peu moins sympathique. Donc ici, j'ai bien W multiplié par L étoile tel qu'on l'a trouvé dans la question précédente, et là j'ai Q multiplié par M étoile tel que trouvé dans la question précédente. Alors, j'applique les cubes sur chacun des éléments de mes fractions de manière à voir si je peux simplifier par quelque chose. Je vais là aussi essayer de mettre sous la même fraction
eh bien l'ensemble des paramètres de prix, à savoir W et Q, et du coup ici dans ce membre de l'écriture, j'isole la quantité Y3, je fais la même chose sur cette partie-là de l'écriture. Je vais ensuite voir que j'ai donc Y3 qui est commun à ces deux membres, du coup je le factorise et j'obtiens Y3 facteur de ceci. Et je vois si je ne peux pas réécrire un petit peu cette parenthèse, et on voit qu'on a le même dénominateur. Donc du coup je vais mettre mes deux fractions en une seule, et ça serait écrit donc sous cette forme-là. Je voudrais essayer de simplifier encore un petit peu mon écriture, et je vois qu'ici j'ai WQ exposant 3/2 et là j'ai QW 3/2. Autrement dit, ça, c'est la même chose que WQ multiplié par Q exposant 1/2 pour trouver le Q 3/2 qui est ici, et WQ multiplié par W exposant 1/2 pour trouver le W 3/2 qui est ici. Quel est l'intérêt de faire cette réécriture? C'est que maintenant, on a cette parenthèse qui est présente à la fois au numérateur et au dénominateur. On va donc pouvoir simplifier en supprimant ces deux parenthèses-là, et on obtient Y3 WQ divisé par Q 1/2 plus W 1/2 au carré. Troisième question, on nous demande comment évolue le coût lorsque le prix des facteurs évolue. Et donc ça, pour mesurer ça, il va falloir qu'on cherche la dérivée de la fonction de coût en fonction de W et en fonction de Q. Alors on voit que l'écriture mathématique est moins simple que d'habitude, on n'est pas du tout sur une coque Douglas. Et donc voilà, ça nous permet d'utiliser des règles de dérivation. Alors pour que ça soit quand même un petit peu plus simple, je vais développer ici le numérateur. J'observe que j'ai une identité remarquable, donc je développe mon identité remarquable, ce qui me permet d'avoir Q plus W plus 2 W1/2 Q1/2. Ça devrait normalement me permettre de dériver cette écriture-là par rapport à Q et par rapport à W de manière un petit peu moins difficile. Petit rappel mathématique avant de commencer, donc l'idée ici c'est que le coût s'écrit sous cette forme-là, et j'ai donc bien ma variable Q à la fois au numérateur et au dénominateur, et j'ai ma variable W à la fois au numérateur et au dénominateur. La conséquence, c'est qu'il va falloir que je dérive cette écriture en utilisant la formule U sur V, enfin dérivée de U sur V, qui sera égale à U'V moins UV', le tout sur V carré, sachant que U ce sera Y3WQ, et puis V ce sera Q plus W plus 2 W1/2 Q1/2. Donc U s'écrit sous la forme Y3WQ, donc la dérivée de U par rapport à Q nous donnera Y3W, et la dérivée de U par rapport à W nous donnera Y3Q. V, c'est Q plus W plus 2 W1/2 Q1/2. Donc la dérivée de V par rapport à Q nous donnera 1 plus 2 W exposant 1/2. Il s'agit ici d'une constante, donc il ne bouge pas, multiplié par 1/2 de Q exposant moins 1/2. Alors ici, on peut simplifier un petit peu l'écriture. Donc on aura 1 plus. Alors les deux se simplifient, et donc il nous reste W1/2 sur Q exposant 1/2. De la même manière, la dérivée de V par rapport à W nous donnera 1 plus 2Q exposant 1/2, ça c'est la constante, et on dérive W1/2, ce qui nous donne 1/2 W moins 1/2. Même chose, on essaie d'écrire ça un petit peu plus proprement, les deux se simplifient, et donc il nous reste Q exposant 1/2 divisé par W exposant 1/2. On va donc maintenant pouvoir chercher la dérivée du coût par rapport à Q en utilisant la fonction U'V moins UV' divisé par V carré. Donc ici, on a bien U' multiplié par V, moins U multiplié par V', le tout divisé par V au carré. Alors il nous reste après à écrire ça de manière un petit peu plus jolie.
Donc on remarque qu'ici on a y3 et w qui sont communs, donc je les factorise. Ici, du coup, il nous reste l'ensemble de cette écriture du numérateur et on s'aperçoit qu'on a un plus q et un moins q qui vont se simplifier. Par conséquent, on obtient cette écriture-là. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Ici, on a q et puis ici, on a q exposant 1/2. Donc, même chose, cela se simplifie et on peut écrire le numérateur sous cette forme-là. Ici, on observe qu'on a donc 2 Q1,5 W1,5 moins 1 Q1,5 W1,5, il restera donc plus Q1,5 W1,5 au numérateur, le reste étant inchangé. On fait la même chose pour la dérivée du coût par rapport à W. Donc on utilise la même formule mathématique et donc les mêmes dérivées que ce qu'on a vu précédemment. Et là aussi on peut factoriser Y3Q qui est présent dans les deux membres qui composent mon numérateur à ce stade-là. J'obtiens donc une écriture un petit peu simplifiée dans laquelle je remarque qu'il y a plus W moins W, ce qui donc s'annule. On a ensuite une réécriture de cette fraction-là en ayant une simplification ici par W1,5, ce qui nous permet d'écrire Q1,5 W1,5. Et ici, on a plus 2 Q1,5 W1,5 moins 1 Q1,5 W1,5, donc il nous reste Q1,5 W1,5. Mathématiquement, pour résumer, on obtient donc ces deux écritures des dérivés du coût par rapport à Q et par rapport à W. On rappelle Q et W étant les prix des facteurs. Ces deux dérivées sont positives. La question était, quelle est la conséquence en termes de consommation des facteurs et en termes de coût lorsque le prix des facteurs évolue? Eh bien, on voit que les dérivées étant positives, cela signifie que le coût est une fonction croissante du prix des facteurs. Plus les facteurs sont chers, plus le coût total de production sera cher, ce qui est économiquement assez prédictible. Dans la première partie, on a donc fait un calcul de coût et une étude du coût en calculant les coûts marginaux. Mais en termes de méthodologie économique, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Par contre, on a pu manipuler des fonctions qui étaient un petit peu moins faciles que celles qu'on a pu manipuler dans les exercices précédents. On va simplifier la partie mathématique grâce au paramètre t. Donc l'énoncé nous indique qu'on remplacera cette fraction-là par le lettrage t, par la lettre t. Où est-ce qu'on va avoir besoin de cela? Dans l'écriture du coût. On a vu dans les questions précédentes que le coût s'écrivait sous cette forme et on reconnaît là notre WQ divisé par 1Q exposant 1,5 plus W exposant 1,5, le tout au carré. Donc en fait, notre coût va tout simplement s'écrire y au cube t. Donc on va retrouver ici. Et donc on voit que c'est bien plus facile mathématiquement et donc on a plus de cerveau disponible pour l'analyse économique. Alors on rajoute maintenant la notion de production jointe ou conjointe. L'idée c'est de dire que je ne peux fabriquer un produit que si j'en fabrique un autre en même temps. Alors vous pouvez avoir une production résiduelle, je vous renvoie par exemple à la fabrication du diesel lorsqu'on fait de l'essence. Eh bien, il est impossible, on obtient ces produits par raffinement successif et donc au fur et à mesure du processus de fabrication de l'essence, on obtient des résidus dont le diesel. Donc en fait, la production d'un bien a pour conséquence la production d'un autre bien. Donc on a une production qui est jointe. Alors ici, cette production jointe, elle nous est donnée par l'énoncé et en fait, on n'a pas une production d'un bien Y, on a la production Y1 d'un bien 1 et Y2 d'un bien 2 dans les proportions qui sont indiquées ici. Donc je vais pouvoir combiner ma fonction de coût que j'ai simplifié mathématiquement avec ce lettrage t et la nouvelle écriture de y. Donc ici je remplace y par cette forme mathématique qui nous est donnée dans l'énoncé. Je cherche à l'écrire un petit peu mieux. Donc ici on est bien sur y au cube, donc c'est le cube qui est ici, qui va s'appliquer sur l'exposant qui est juste en dessous et qui va du coup simplifier notre écriture. On n'obtiendra plus que y1 au cube plus y2 au cube, le tout au carré multiplié par notre paramètre t. On s'interroge maintenant sur la fonction de profit.
Alors la fonction de profit, c'est la recette totale moins le coût total. La recette totale, je n'ai plus un produit à vendre, j'en ai deux maintenant. Donc la recette totale, ça sera le prix P1 multiplié par la quantité de bien 1 qui aura été produite, plus le prix P2 multiplié par la quantité de bien 2 que j'ai produite. Donc ma recette totale est la somme de ces deux membres de l'écriture mathématique, en raison du fait que j'ai deux produits qui sont fabriqués dans mon usine. Et on enlève le coût total. Le coût total, on vient d'en établir la forme ici, donc je le recopie là. Dans la deuxième question, on nous demande de déterminer les valeurs Y1 et Y2 qui nous permettent de maximiser le profit. Pour chercher le maximum du profit, il va donc falloir que nous cherchions quand la dérivée du profit par rapport à chacune de ces deux variables s'annule. Donc il va falloir qu'on établisse la dérivée du profit par rapport à Y1, la dérivée du profit par rapport à Y2, et on égalisera ces deux dérivées à 0. Donc on a notre profit qui, comme on l'a calculé dans la question précédente, s'écrit sous cette forme. Il faut donc maintenant faire les calculs. Rappel mathématique avant de se lancer dans le détail des calculs, nous avons ici dans notre écriture y1 au carré plus y2 au carré, le tout au carré. Donc en fait, il va falloir qu'on dérive cette fonction u. Et la dérivée de u au carré, c'est 2u'. Donc ici, lorsqu'on va vouloir dériver cette fonction-là, on écrira 2 multiplié par 2y1, la dérivée de cette partie de l'écriture, multiplié par y1 au carré plus y2 au carré. J'applique ce raisonnement donc à la dérivée du profit par rapport à y1 et j'obtiens P1 moins 2 multiplié par 2y1 multiplié par y1 au carré plus y2 au carré, le tout multiplié par mon paramètre t. Je fais la même chose pour la dérivée du profit par rapport à y2 et j'obtiens P2 moins 2 multiplié par 2y2 multiplié par y1 au carré plus y2 au carré, le tout multiplié par le paramètre t, et chacune de ces écritures est égale à 0. Il faut donc maintenant résoudre ce programme. Alors, pour la résolution de ce programme, on reprend nos deux équations, qu'on peut réécrire un petit peu plus simplement ici et là. Une fois qu'on a fait ce travail, on s'aperçoit qu'il y a une partie qui est commune à nos deux équations, à savoir celle-ci, y1 au carré plus y2 au carré multiplié par t. Donc ce que je vais faire, c'est que dans l'équation 1 et dans l'équation 2, je vais isoler ces deux morceaux qui sont communs. J'obtiens ainsi ces deux fractions. Et comme chacune de ces fractions est égale à ce résultat-là, j'ai le droit de les égaliser. L'intérêt de faire cela, c'est que je peux écrire ici soit y1 soit y2 en fonction de l'autre paramètre. Donc soit y1 en fonction de y2, soit y2 en fonction de y1. Ici, je choisis d'écrire y2 en fonction de y1. Donc j'isole y2. Je vais ensuite réinjecter y2 à l'intérieur d'une des deux équations qui sont ici. Alors pour m'éviter du calcul, je choisis l'équation dans laquelle il n'y a qu'une seule fois y2. Là je vois que j'ai y2 qui apparaît deux fois. Donc si je réintègre ça, il va falloir que je gère tous ces calculs. Donc je vais réintégrer cette écriture-là dans la première équation parce que je n'ai qu'un seul y2. Je peux bien sûr procéder avec l'autre équation. Donc cela me donne cette écriture-là dans laquelle je remplace y2 par la valeur que nous venons de trouver ici. Et donc ça me donne cette écriture-là. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer le carré à l'ensemble de cette écriture. Donc j'obtiens ici 16 y1 au carré p2 au carré divisé par 16 p1 au carré. Le reste ne bouge pas. Ici, je peux simplifier par les 16. Donc ici, je peux réécrire sous la forme de 4t, qui vient d'ici, 4t. y1 exposant 3, ici j'avais un y et là j'ai un y1 exposant 2, donc ça fait y1 exposant 3, p2 au carré divisé par p1 au carré. Pour aller plus loin dans la simplification encore, je vais tout mettre au même dénominateur. Donc ici, je vais diviser par P1 au carré, donc je multiplie le numérateur également par P1 au carré. Je peux donc maintenant écrire sous la forme d'une seule et unique fraction, que je vais continuer d'essayer de simplifier.
Alors, ce que j'observe, c'est qu'il y a Y3 dans chacun de mes deux membres du numérateur. Donc, je factorise Y1 au cube. En quoi ça m'intéresse de faire ça? Rappelez-vous, c'est ce qu'on cherche, Y1. Le but, c'est de trouver la valeur à l'optimum de Y1. Et donc, je vais réécrire Y1 au cube en l'isolant. Donc ici, je vais diviser P1 par cette partie de l'écriture et multiplier P1 par P1 au carré. On obtiendra donc P1 au cube ici. Dans cette partie-là de l'écriture, je m'aperçois que j'ai 4T qui est en commun dans les deux membres du dénominateur. Donc je factorise 4T. Et cela me permet ici de trouver Y1 en prenant la racine cubique de cette écriture-là. Donc ici, je prends la racine cubique de ça et j'obtiens Y1 qui est égal à P1 divisé par 4T exposant 1 tiers multiplié par P1 au carré plus P2 au carré exposant 1 tiers. Maintenant que je connais Y1, je vais chercher la valeur de Y2. Alors Y2, on l'avait écrit un peu plus tôt dans notre calcul en fonction de Y1. Donc je repars de cette écriture-là qui vient de la résolution précédente et je remplace Y1 par Y1 étoile que j'ai trouvé précédemment. Je cherche à simplifier un petit peu mon écriture. Donc ici, je vais mettre 4P2P1 sur le même niveau d'écriture dans ma fraction. Et puis je vais donc avoir une fraction multipliée par 1 sur 4P1. Alors en quoi ça m'intéresse de faire ça? Je m'aperçois qu'ici je peux simplifier par 4 et que je m'aperçois que je peux simplifier par P1. Et donc du coup il restera dans mon écriture P2 et puis toute cette partie-là du dénominateur. Donc du coup Y2 est égal à P2 divisé par 4T exposant 1 tiers multiplié par P1 au carré plus P2 au carré exposant 1 tiers. Troisième et dernière question, que conclure de l'ensemble de ces résultats? Alors, on nous interroge sur l'effet des variations du prix des facteurs sur les volumes produits, Y1 et Y2. Donc, on se rappelle que les prix des facteurs, c'est W et Q. Alors, W et Q, on les trouve où? On les trouve dans l'écriture de T. Et on trouve l'écriture de T ici, dans l'écriture des quantités produites. Donc, dans un premier temps, on va réfléchir sur T. Et on voit que si soit W, soit Q augmente, compte tenu de l'écriture mathématique qui est ici, le numérateur augmentera plus vite que le dénominateur. Donc ça veut dire que si W augmente, ce ratio va augmenter. Si Q augmente, ce ratio va augmenter. A l'inverse, si W diminue ou si Q diminue, ou si les deux diminuent ensemble, eh bien ce ratio va diminuer. Donc ils évoluent dans le même sens. Ça veut donc dire que, je reviens au raisonnement de base, si par exemple on a une augmentation de W, une augmentation du coût du facteur travail, T va augmenter. Que se passe-t-il sur les quantités produites si T augmente? Eh bien on s'aperçoit qu'ici on divise par T. Donc ça veut dire que lorsque T augmente, Y1 et Y2, tous les deux diminuent. Donc une augmentation du prix du facteur amène une augmentation de la variable T, et ce paramètre T va ici avoir pour conséquence de diminuer les quantités produites. Alors, est-ce qu'il y a un effet d'entraînement? Eh bien, très probablement, il y a probablement un lien entre les deux volumes de production. C'est-à-dire que si on a cette fois-ci une réflexion sur les prix de vente de chacun des deux biens, eh bien, si il y a une augmentation du prix P1, une augmentation du prix du bien 1 sur le marché, on va probablement avoir deux effets. Le premier, ça sera une hausse de la production globale de la firme sur ce bien 1. Le prix étant plus important, la probabilité de faire des profits devient plus grande et l'entrepreneur devrait augmenter sa charge productive, augmenter la production sur ce bien-là. On ne peut pas produire des quantités illimitées, donc il est très probable que cette augmentation de la production du bien 1 aura pour conséquence moins de capacité de production disponible pour la production du bien 2 et donc une baisse de la production du bien 2. On peut observer le même genre de raisonnement si on réfléchit dans l'autre sens en faisant évoluer le prix du bien 2 et en faisant le même raisonnement. On a donc bien un lien entre ces deux productions jointes et l'entrepreneur doit arbitrer entre les quantités produites
qui lui permettent de maximiser son profit, ces quantités produites étant fonction à la fois du coût des facteurs, ici W et Q, et du prix des produits vendus, ici P1 et P2.